Bien, merci beaucoup. Nous allons terminer cette première journée par vos questions, le débat avec les intervenants de cet après-midi qui peuvent donc me rejoindre. Donc Bernard Giraud, Marcel Mazoyer, voilà. Je ne sais pas si André Braille est là encore ou s'il est parti. Ah, voilà. Voilà André. Hans Wiesmann. Bernard Giraud, je ne sais pas où il est. Voilà, asseyez-vous. Hein. Voilà. Installez-vous, prenez un micro. Voilà. Je vous en prie. Bernard Giraud est là, voilà. André. Bon, moi je pense que les micros sont prêts. On va pouvoir donner la parole à ceux qui la demandent. Mets-toi là, mets-toi. Voilà, on peut... Ah bah non. Voilà, en essayant peut-être d'orienter la discussion sur le thème qui vient d'être abordé, finalement, nature et société, puisqu'on a réuni cet après-midi beaucoup d'éléments qui s'y rapportent. C'est pour ça qu'on reste déjà. Oui, voilà. Bon, très bien. Alors, bon, bah, les questions, Oui. voilà, je vous en prie, allez-y. Le micro marche pas, ça y est, oui. J'ai vraiment quelque chose qui me dérange là, c'est Monsieur Giraud. C'est pas quand même les fonds d'investissement, là déjà, c'est bien le marché du carbone qui est au départ. C'est pas la forme la plus affinée de la monétarisation de la nature. C'est pas la forme la plus affinée de nier tout ce qu'on a détruit chez nous, qu'on continue à détruire au niveau des multinationales avec des déforestations massives qui se passent au Brésil, en Argentine et ailleurs. C'est une espèce de verdissement et de... On essaie de se redonner des valeurs et de l'éthique. Moi, je trouve ça un peu lamentable. On s'aperçoit aussi que nos terres ne sont plus bonnes à rien. On va refaire ailleurs en Afrique, on achète les terres, on les vole. Et là, je trouve que ça ne sent pas très bon, cette histoire-là. Parce que quelque part, ça me gêne profondément déjà de ne pas parler de la déforestation qui est produite par les multinationales et de parler que de la petite déforestation qui est produite par les agriculteurs pour survivre. Et franchement, l'investissement des entreprises, voilà, c'est pour faire de l'investissement, on est d'accord. Bon, moi, après, j'ai rien contre l'argent, je voudrais juste qu'il soit remis à sa place. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs, il y a l'humain et l'argent en dernier, qui est un moyen d'échange. Votre processus, il me paraît pas très... Enfin, si, il paraît très bien enrobé, voilà. C'est ce qui me gêne beaucoup. D'autre part, je voudrais demander aux politiques, est-ce qu'il va falloir toujours évaluer les déficits de santé par des sommes d'argent, comme avec les perturbateurs endocriniens, pour qu'on puisse enfin avoir des retours et enfin faire quelque chose pour l'environnement, notamment enlever tous les pesticides et tous les perturbateurs endocriniens, entre autres. Bon, alors... Je ne sais pas quelle est laquelle des deux questions qui est applaudie. Enfin bon, on va pas commencer par la première. Et en rappelant peut-être que, vous savez, la première cause de déforestation en Afrique, c'est le bois de cuisine. On l'évoquait tout à l'heure dans l'exposé. Ça ne vient pas des grandes multinationales, mais simplement des gens qui font à manger et qui n'ont pas d'autres sources d'énergie. Je vous laisse répondre Volontiers. à cette accusation de greenwashing. Ah, oui, là... Oui, j'ai bien compris l'origine de votre question. Madame, il y a un fait dans l'histoire de l'humanité, c'est que ce ne sont pas les ONG ou les partis politiques qui ont nourri les gens. Depuis quand même pratiquement que l'humanité existe, ce sont les paysans, les commerçants et ceux qui transforment les matières premières qui ont finalement mis en place la solution. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou non, il y a des acteurs économiques. Il y a des petits paysans, il y a des fermes plus importantes, il y a quelquefois dans certains pays de grandes fermes. Il y a de grandes entreprises, il y a aussi beaucoup de petites entreprises qui transforment. La question, et il y a des consommateurs qui ont aussi leur part de responsabilité dans ce qu'ils achètent. Au final, la question, c'est de comment on fait bouger ce système. On peut considérer qu'il ne faut pas que les entreprises s'en mêlent, puisque de toute façon, elles feraient les choses mal. On peut dire aussi autrement. Si les entreprises considèrent qu'elles doivent faire évoluer
leur système de production, elles ont une part d'influence. Après, c'est au gouvernement, au pouvoir public ou au grand public de juger si, oui ou non, elles font quelque chose de positif ou de négatif. Moi, je vous invite à aller au Sénégal et à expliquer ce que vous venez d'expliquer aux paysans sénégalais. Je vous invite, madame, à venir dans la vallée d'Arakou. Vous allez expliquer aux 10 000 petits paysans de la vallée d'Arakou que l'argent qui a été investi et qui leur a permis de planter 3 millions d'arbres fruitiers n'aurait pas dû être planté parce que c'était de l'argent qui venait des entreprises. Moi, je ne le pense pas. Je pense que notre responsabilité en tant que chef d'entreprise, en tant que citoyen, en tant que pouvoir public, c'est précisément de faire évoluer les choses parce que nous sommes sur une seule terre. Et que vous le vouliez ou non, vous participez aux émissions de carbone et vous participez à l'achat de ces produits. Et ça n'est pas le monde des ONG à lui tout seul qui le fera. En revanche, les entreprises ne réussiront à rien si elles ne travaillent pas avec les ONG performantes, avec les gouvernements et avec d'autres acteurs. Donc je crois que la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Après, on peut avoir un débat idéologique sur le fait que est-ce que c'est bien de travailler avec ou tel acteur. Mais je voulais simplement vous répondre ça. Alors, voilà. Il y avait une autre question sur les perturbateurs endocriniens. Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Peut-être Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est toujours avec nous, sur la question portant sur les perturbateurs endocriniens. Si ça s'adressait aux politiques, il n'y en a pas d'autres. C'est sorti dernièrement pour les perturbateurs endocriniens parce qu'il y a eu une évaluation économique du coût sur la santé des perturbateurs endocriniens pour essayer de faire avancer le schmilblick qui a été bloqué au niveau européen par notamment les chimistes et Bayer et les scientifiques à son service. Voilà, donc c'est tout. Est-ce que chaque fois, il va falloir qu'on mette un coût sur les dégâts, notamment de santé? Est-ce qu'il faut tout chiffrer? C'est la seule chose qui va faire réagir tout le monde. C'est ça mon débat. Quant au reste, c'était pas... Moi, je suis d'accord, ça. C'est plutôt qu'avant, les entreprises arrêtent de faire de la merde. Parce que c'est bien beau de vouloir réparer. C'est avant, au départ, réfléchir d'en faire le moins possible. Je ne dis pas que c'est parfait et que... Voilà, hein, mais... D'accord. Merci pour votre message qui est clair. D'autres questions? Voilà. Allez-y. Non. Oh, non. Encore un essai? Non. Non, non. On peut amener l'autre micro, s'il vous plaît? Pour qu'il puisse pas se faire entendre. Non, toujours pas. Ah là là, sabotage. Voilà, encore un jeune qui casse le matériel, c'est scandaleux. Excusez-moi, je vais essayer de faire très court, mais tous vos exposés ont été passionnants et ont soulevé plusieurs questions, donc j'en pose deux. Et j'aimerais, si c'est possible, avoir deux réponses. Donc une pour Monsieur Giraud en particulier et une peut-être plus pour le monde politique. D'abord, monsieur, vous commenciez l'exposé général de la journée en disant que la science devait vaincre les fléaux. Alors maintenant, on parle de produire plus de céréales parce qu'il va y avoir de 7 à 9 milliards d'habitants. Mais moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi s'attaquer à la production et pas à la consommation? On produit déjà sur la planète de quoi nourrir 10 milliards d'êtres humains. Le problème, une bonne partie est gaspillée et l'essentiel est confisqué par la production de la viande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut 9 protéines végétales pour produire une protéine animale. Résultat des courses, alors qu'il y a de quoi nourrir tout le monde, eh ben, il y a des millions de gens, des centaines de millions de gens qui crèvent de faim parce que les céréales sont utilisées pour produire la viande des 1 milliard de gens qui, eux, souffrent d'obésité. Donc il faudrait plutôt d'abord penser politiquement et socialement la consommation avant de chercher à produire plus. Parce que la planète ne pourra pas produire de plus en plus 15-20 milliards alors qu'elle produit déjà suffisamment pour tout le monde. Donc ça, c'est la question pour la production. Deuxième question, sur la nature, la société, la science en général, c'est la petite histoire racontée par Aldous Huxley sur l'île déserte. Vous avez une île sur laquelle vit une société, un environnement, des animaux, des plantes, etc., depuis des milliers d'années en équilibre. Un jour, on arrive, on balance du DDT, on tue tous les moustiques. Ben, c'est génial, il n'y a plus de paludisme. Donc les gens vivent beaucoup mieux. Sauf qu'il y avait une partie de la population qui était régulée avant par le paludisme qui aujourd'hui ne meurt plus. Résultat, en 2 générations, la population croît énormément, c'est ce qu'on a vu ces dernières années. Et résultat des courses,
et ben du coup, tout l'écosystème est bouleversé parce qu'on demande de plus en plus, et au bout de quelques années, c'est la famine, parce qu'il y a trop de population pour la production. Donc aujourd'hui, la science vainc les fléaux, on arrive à lutter contre la mortalité, on vit beaucoup mieux, beaucoup plus longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas maintenant, après avoir fait disparaître la mortalité, se poser la question de la natalité? Parce qu'aujourd'hui, la surpopulation, c'est un problème majeur pour les sociétés, pour la nature. C'est un problème pour la démocratie. On me dit toujours qu'en Islande, on arrive à faire la démocratie parce qu'ils sont que 300 000 et nous, on est trop. C'est un problème pour la planète parce qu'on ne peut pas produire éternellement plus. Et c'est un problème global, la surpopulation. Donc aujourd'hui, est-ce que la question, c'est pas après s'attaquer à la mortalité, se poser des questions sur la natalité? Voilà, merci. Bon alors. Moins de bœuf, moins d'hommes. On va poser la question à Marcel Mazoyer, peut-être sur la première remarque. Vous venez de dire qu'il y avait assez de production pour nourrir tout le monde. Et vous finissez en disant qu'on est en situation de surpopulation. Mais incohérence, non. Vous avez dit 9 calories pour faire une calorie animale. C'est vrai quand les vaches mangent de l'herbe, mais ce n'est pas vrai quand on fait des poulets ou des cochons. Là, c'est 3 calories actuellement. Donc, il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut savoir de quoi on parle. Oui, malgré tout, c'est très important. Alors maintenant, on produit assez pour nourrir tout le monde, à condition de mettre tout le monde à 2000 calories végétales, 3000 calories végétales, donc d'arrêter de manger de la viande. Quel pouvoir politique imaginez-vous qui pourrait imposer ça? Ben voilà, il n'y a pas de réponse. Même Mao Tse-tung n'a pas tout à fait réussi à réduire tout le monde. Je termine, excusez-moi. Non. Alors, la question qui est des gens qui ont faim, c'est pas parce que, vous l'avez dit vous-même, on ne produit pas assez ou on ne pourra pas produire assez. En fait, effectivement, on peut produire beaucoup plus et on pourra aussi, même sans faire de l'agrochimie ou de l'agromécanique. Avec une agroécologie correcte, on peut le faire. Sauf que, pourquoi il y a des gens qui ont faim? Ça, c'est ça la vraie question politique. Parce qu'ils n'ont pas les moyens ou de produire, 70% sont des paysans, ou d'acheter leur nourriture. Alors vous pouvez faire ce que vous voulez en production marchande, ça ne règle absolument pas le problème des 3 milliards de gens qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Et donc ce qu'il faut faire, c'est effectivement avoir des régimes de politique agricole en faveur de l'exploitation familiale, en particulier de la petite exploitation familiale, en développant les techniques durables, les techniques connues, corrigées de leurs effets pour éviter les dégâts écologiques et éviter l'écrémage social par la concurrence inégale qui est imposée à ces paysans. Donc la solution, elle n'est pas dans la production, elle est dans régler le problème de la pauvreté paysanne. Parce que 70% des gens qui ont faim sont des paysans, des petits paysans pauvres, et les 20% qui restent, ce sont des ex-paysans chassés des campagnes par la pauvreté et par l'exode, et qui aujourd'hui sont non pas dans des villes, mais ils sont clochardisés dans des bidonvilles, où on ne crée pas assez d'emplois par ailleurs et de revenus par ailleurs. Donc la question de la faim, ce n'est pas une question de superficie de la planète, de surpopulation, ça le sera peut-être dans quelques temps, mais il n'y a pas réellement de surpopulation de la planète. Il y a des dégâts imposés à la planète par un tas de choses, mais ce n'est pas vrai ce que de dire ça. Alors, la question, c'est... alors ensuite, est-ce que la population augmente? Le scénario maximum des Nations Unies dit qu'elle augmente à 10 milliards, 5, ça vient de sortir. Et le scénario minimum dit qu'elle augmente à 8,5, mais enfin tous les scénarios à très long terme disent qu'il y aura une baisse de la population humaine dès lors que les femmes seront éduquées et dans des conditions d'hygiène correctes. Oui, ce qui peut justifier... Ce qui peut expliquer la pertinence de l'aide au développement aussi, ça c'est un point très important. Heinz Wiesmann, peut-être sur l'aspect plus démocratie et surpopulation, non, vous souhaitez porter une... Non, d'accord, très bien. Il y avait d'autres questions ici. Là-bas, vous avez le micro, oui. Oui, moi je voudrais intervenir un petit peu dans le droit fil de ce que vient de dire Marcel et puis également Bernard Giraud. Je pense que le problème, c'est... Enfin, d'abord, je suis assez content de l'exposé de M. Giraud. Je crois qu'effectivement, c'est important d'avoir, peut-être par des biais que vous avez indiqués, des investissements qui tombent au niveau, disons, sur le petit paysan.
Je voudrais dire aussi que d'une manière générale, je n'ai pas le sentiment que le problème s'arrête simplement à nourrir des gens, enfin les aider, c'est très bien, mais je pense que le problème se pose de manière un petit peu plus globale. Je travaille avec une petite association en Madagascar, c'est pas du tout le terrain que vous avez cité, on a choisi ce terrain en brousse, de façon, et ce que les gens ont là-bas comme problème, c'est ce que vous avez indiqué, mais aussi des problèmes de santé, des problèmes de travail, de trouver de l'artisanat par exemple. Et à ce moment-là, je crois que dans ce cas-là, ce qui est important, c'est de pouvoir vendre les produits que l'on fait pour pouvoir investir dans d'autres domaines. Ainsi, vous ne trouverez jamais un dispensaire qui soit équilibré sur le plan financier. Et pour pouvoir acheter des médicaments, pour pouvoir traiter les gens, il faut à ce moment-là avoir un financement quelconque. S'il vous vient de la sécurité sociale ou du gouvernement, c'est très bien. Mais à Madagascar, dans les régions paysannes, s'ils ne produisent pas, eux, quelque chose qu'ils peuvent vendre, c'est la croix. Alors là, ma question rejoindrait ce que vous avez dit, mais est-ce que les firmes dont vous avez parlé vont acheter tout le lait en supplément qui va être produit? Ah, est-ce qu'il y a un marché garanti, en fait, voilà. Je parle là, oui, c'est ça. Oui, pas la peine de toucher le micro, c'est bon. Oui, enfin, je ne peux pas parler de manière générale. Est-ce que les firmes vont acheter tout le produit et tous les produits? Mais déjà, moi, je suis frappé d'un exemple dans lequel nous avons investi au nord du Sénégal. Un Sénégalais a créé une petite laiterie qui ramasse le lait des peuls et il transforme ce lait en yaourt. Qu'est-ce qui a changé? Il a 800 petits producteurs peuls qui approvisionnent sa petite usine. Ce que ça change, c'est qu'en saison des pluies, lorsque les paysans n'avaient pas de débouchés puisqu'ils ne savaient pas trop quoi faire de leur lait, il y a une période où il n'y a pas de lait, puis sinon il y en a trop, on ne sait pas quoi en faire. Là, aujourd'hui, les 800 producteurs, tous les jours, il y a les 4x4 de lait qui passent et donc qui ramassent. Alors effectivement, est-ce qu'il va prendre tout le lait toujours? Pour l'instant, il a plutôt du manque de lait, donc il cherche beaucoup de lait et il aide les producteurs à développer leur production. Est-ce qu'un jour, il y aura une surproduction? Peut-être, je ne sais pas. On ne peut pas répondre en économie de manière générale. Ce qui est certain, c'est que si le marché est là, le marché n'est pas forcément le marché international, là je parle de quelqu'un qui fabrique des produits pour le marché sénégalais, lorsqu'il y a un marché, qui soit local ou plus lointain, clairement, le producteur est incité à faire des progrès de qualité, de productivité, parce qu'il sait qu'il va vendre. On lui enlève un aléa qui est un aléa majeur. Est-ce que pour autant, il faut qu'il devienne complètement dépendant du marché? Moi, je crois qu'il faut être prudent. Nous, on fait attention à ce que, justement, il ne passe pas dans des systèmes de monoculture. On a, je crois, assez d'expériences dans le passé qui n'ont pas été concluantes. Parce qu'un marché n'est jamais stable. Bon, ça marche bien avec le lait, peut-être en ce moment, mais peut-être qu'il faut aussi qu'ils produisent autre chose. Il faut aussi qu'ils n'abandonnent pas les cultures vivrières, parce que moi, je ne tiens pas du tout à ce qu'après s'être un peu enrichi, on va dire, dans 10 ans, on constate qu'il y a beaucoup plus de malnutrition, parce que finalement, les gamins n'ont plus un régime alimentaire équilibré. Donc, au fond, je crois que c'est un système un peu d'équilibre et de sagesse. Et il n'y a pas de réponse simple. Il y a des produits pour l'export, il y a des produits locaux. C'est clair qu'il faut favoriser la première et la deuxième transformation locale. Plus on exporte en matière première, moins il y a de valeur localement. Donc ça, il faut encourager les entreprises locales à se développer. Il y a aujourd'hui des fonds d'investissement en Afrique qui aident des PME locales à faire la première et même la deuxième transformation. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est créateur d'emplois. Et c'est aussi un élément de transfert de technologie et de savoir-faire. Et je pense que, contrairement à ce que disait Madame tout à l'heure, je pense qu'au contraire, la connexion au marché, c'est un atout. Évidemment, ça peut être aussi désastreux, ça dépend comment on le fait et dans quelles conditions. Merci. Alors, d'autres questions? L'alimentation n'est pas le sujet obligatoire. Vous êtes autorisé à poser des questions sur l'espace, le climat, la nature et l'homme. Vous avez le droit. Allons dans les étoiles. Hein. Allez-y, oui. Les étoiles, voilà. Alors, une question là sur le climat. Ah, vous nous avez montré, Madame Laval, vous nous avez montré la courbe
d'augmentation des températures depuis, si mes souvenirs sont exacts, 1850. Et en fait, si je regarde à l'œil, et j'ai l'habitude de faire passer des régressions linéaires à travers des points, j'ai l'impression qu'il y a une augmentation régulière de la température, en tout cas de 1900 à 1950. Alors, quelle en est l'origine? 1900. Je ne la connais pas. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que, si vous voulez, dans ces évolutions de variation de température, il faut accepter de savoir qu'il y a beaucoup de facteurs qui changent la température moyenne. Cette température, on connaît parfaitement le fait que les gaz à effet de serre, quand ils augmentent la température, et ça, vous ne pouvez pas le nier, sauf à nier les principes fondamentaux de la physique. Ceci étant, il y a d'autres phénomènes qui changent aussi la température. Et ces autres phénomènes sont variés et agissent à différentes échelles. Vous avez des variations de rayonnement solaire très faibles, mais qui existent et qui ont une certaine cyclicité. Vous avez des variations dues à ce qu'on envoie dans l'atmosphère au niveau, chaque fois qu'il y a un volcan qui envoie des poussières dans la stratosphère. Et puis vous avez, si vous avez suivi ma présentation ce matin, la variabilité de l'atmosphère et de l'océan. Vous savez par exemple, et c'est bien connu, et on ne peut pas le nier, qu'il y a des années El Niño, qui sont des années où quelque chose se passe dans le Pacifique et que la température change en moyenne sur toute la planète, et on l'a parfaitement mesuré. Et vous savez aussi, probablement ou pas, peu importe, qu'il y a des variations qui sont des variations décennales de température qui sont liées à de la variabilité de l'océan Pacifique ou de l'océan Atlantique et qui sont sur des dizaines d'années ou multidécennales sur des trentaines, voire plus d'années. Et donc, vous avez ce mélange de tout ça qui joue ensemble, et donc on essaye d'attribuer ces variations à ce que l'on sait quand on a un événement qui s'est passé et qu'on a parfaitement compris. Et puis, il y a d'autres situations où on n'est pas sûr de ce qui se passe. Mais vous n'enlèverez pas, même si vous faites du changement climatique en augmentant de 2, 3 et 4 degrés, vous n'enlèverez pas cette variabilité climatique qui existe. Vous n'enlèverez pas que des années, le Pacifique se refroidit ou que le Pacifique se réchauffe et que ceci cause des variations de température. Et donc, vous pourriez, ou des variations au niveau de l'Atlantique. Donc, contester le changement climatique parce que vous avez de temps en temps des hausses ou des baisses, ou même des longues périodes de hausse ou de baisse, est quelque chose qui est délicat à justifier, parce que l'un correspond à une réalité physique parfaitement comprise, parce que vous avez vu à quel point le rayonnement a donné des connaissances, André Vradig nous l'a montré. Eh bien, le rayonnement qui arrive sur la Terre et celui qui part de la Terre, on le mesure parfaitement avec des satellites depuis des dizaines d'années. On a parfaitement compris toutes les raies de rayonnement, des rayonnements infrarouges, et on sait parfaitement que ce réchauffement existe. Alors voilà, je vous livre des choses que l'on connaît et puis des choses que l'on ne sait pas. Et je n'ai pas manqué de dire ce que l'on ne savait pas ce matin pour me permettre de dire, quand on sait, que j'ai une certaine certitude, avec toujours le doute que préconisait Feynman, prix Nobel de physique. Merci. Une autre question? Oui, j'ai une question à Madame Katia Laval. Donc, dans les médias, on a parlé, on va dire cet hiver, de la formation de cratères en Sibérie qui serait due à la fonte du permafrost. Alors, est-ce que c'est un phénomène qui est étudié? Est-ce que le fait de voir l'apparition de ces cratères multiples, c'est un phénomène qui est... Bon, on suppose que ce n'est pas très rassurant, mais est-ce que c'est une marque en fait d'une certaine forme d'accélération du réchauffement climatique? Parce que on sait très bien que la fonte du permafrost va être associée à un dégazement de méthane et que le méthane est un gaz à effet de serre beaucoup plus efficace que le CO2. Voilà. La fonte du permafrost fait partie de ces dangers que l'on a dans l'exagération du changement climatique.
Le fait que le réchauffement climatique devienne de plus important, de même qu'il fait fondre la banquise, donne lieu à des réchauffements dans ces régions, et alors la fonte du permafrost serait une catastrophe. Et là, on parle de changements brutaux où on change où on change de trajectoire. Là, on est en train de changer le climat en changeant de manière, on dit linéaire, c'est-à-dire qu'il change un peu au niveau de la température globale, au niveau du rayonnement, au niveau des précipitations. 2% par degré de réchauffement climatique pour les précipitations. Donc en moyenne, si vous voulez, vous restez dans le même système de climat. Par contre, s'il y a de la fonte du permafrost, ce qui est une inquiétude réelle, à ce moment-là, on change carrément de trajectoire et on parle de changements brutaux dont on ne sait pas très bien quelles seraient les conséquences, qui pourraient être très graves. Donc c'est une inquiétude pour l'instant, mais de ce que je sais, ce domaine n'est pas ma spécialité, et je vous assure qu'en climat, il y a beaucoup de spécialités, l'atmosphère, l'océan, le cycle du carbone, la végétation, et tout ça est une recherche qui est assez complexe. Donc ce domaine n'est pas ma spécialité. Ce que j'en sais de mes collègues, c'est que c'est une inquiétude qui est réelle, mais qui est lointaine, et donc tous ces efforts que l'on fait aujourd'hui de mitigation et d'adaptation, surtout de mitigation, c'est-à-dire de limiter les émissions de gaz à effet de serre, vont dans le sens de prévenir ce risque, qui est un risque très grave, bien sûr. Voilà, avant de poser ma question, moi je me dis que vraiment, vous démontrez que la science n'est pas quelque chose d'austère. On peut parler de choses sérieuses et sans ennuyer son public. Voilà. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est un petit peu le but. Ici. Oui, voilà. Ma question s'adresse à M. Braic. Est-ce que le fait que vous avez écrasé votre bouteille indique que vous êtes favorable à la théorie du rebond? Non, c'est comme je vous l'ai dit, n'ayant pas dormi cette nuit, je cherche des prétextes pour me réveiller. Donc le bruit de la bouteille m'a tenu éveillé pendant quelques instants. Hein. Mais vous rebondissez dans quelles circonstances? Parce que de toute manière, je vous ai expliqué que quand on est très bas, on ne peut que remonter. Hein. Donc c'est dans ma lutte contre les homo tristus et pour les homo rigolus, moins nombreux mais plus intéressants. Donc voilà, ma réponse n'est pas très sérieuse, désolé. Non, mais je dirais même, je l'ai dit tout à l'heure, les gens qui se prennent au sérieux ne le sont jamais, et ceux qui ne se prennent pas au sérieux le sont quelquefois. Et je pense qu'il n'y a pas de science sans humour. Je vous ai montré Gamow tout à l'heure, avec la plaisanterie qu'il a faite sur le rayonnement du fond du ciel. Je pense que quand on prend une chose sérieusement, c'est qu'on n'a aucun recul. C'est qu'on n'y comprend rien, c'est qu'on n'est pas sûr de soi. Et donc ça me paraît essentiel. Et contrairement à cette image de la science qui serait austère, je ne vois pas pourquoi. Simplement, ce qui est austère dans la science, c'est sa technique. Quand vous allez au ballet, quand vous allez écouter un chanteur d'opéra, il a mis 20 ans pour peaufiner sa technique dans sa gorge ou le chanteur. Mais quand le chanteur ou le danseur arrive, il ne vous dit pas « je mets mon pied ici, je regarde les cintres, je tourne à droite, etc. » Il vous donne le résultat. La science, c'est la même chose. Les questions qu'on se pose sont compréhensibles par tout le monde. Les réponses que nous apportons sont compréhensibles par tout le monde. Mais la technique que nous utilisons demande quelquefois 20 ou 30 ans. Ça, c'est un peu plus compliqué. Et simplement, je pense qu'il n'y a pas de science et on reste dans sa technique. Mais rester dans sa technique, c'est une manière de refuser de parler avec l'autre, c'est refuser l'altérité, c'est refuser le contact, alors que nous savons que la science est la chose essentielle. Et je vous l'ai dit, je le répète à nouveau, quand je serai candidat au présidentiel en 2032, avant j'ai pas le temps, eh bien, ma priorité absolue sera la culture. Et je rajouterai un point, actuellement on demande aux candidats à l'élection présidentielle à avoir 500 signatures de maire. Pourquoi cette condition stupide? Je propose une autre condition nécessaire, mais très loin d'être suffisante, c'est que les candidats à l'élection présidentielle aient au moins un doctorat. Ça limite tous les candidats depuis 40 ans. Alors, une question. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voilà, nul besoin de préciser les avancées qui ont été permises par la conquête de l'espace ces dernières années. Et le 4 mai dernier, en 2012, le CERN a indiqué avoir découvert la particule de Dieu, ce que l'on appelle le boson de Higgs. Certaines personnes pensent que c'est une énergie renouvelable qui pourrait vraiment aider sur notre Terre. Et nous savons aujourd'hui que certaines énergies vont disparaître. Pensez-vous, monsieur, que cela peut être une très bonne alternative? Monsieur Braic, excusez-moi. C'est bizarre. Les énergies vont disparaître. Par définition, l'énergie ne disparaît jamais.
Elle se transforme. Mais on ne crée rien. L'énergie reste tout le temps. Mais elle passe son temps à se transformer. Alors, il y a des transformations agréables, d'autres qui le sont moins. Mais elle se transforme, rien ne disparaît. Quant au boson de Higgs, donc, qui paraît mystérieux, c'est tout simplement un modèle. Quand on veut connaître le monde à échelle aussi petite que possible, on a inventé un modèle que les physiciens appellent le modèle standard. Alors ce modèle standard est assez compliqué, il a 24 particules, et si je voulais me moquer un peu de mes collègues de physique des particules, mais ça c'est un petit jeu qu'on a entre nous, je leur rappellerai que nous en astronomie, on a eu pendant 1500 ans un modèle qui s'appelait le modèle de Ptolémée, et qui plaçait la Terre au centre et qui mettait des épicycles pour expliquer le monde des planètes. Par exemple, mon prédécesseur à l'université à Paris, en 1255, qui s'appelait Jean du Sacré-Bois, Jean de Sacré-Bosco, enseignait à ses étudiants que 72 épicycles imbriqués vous donnaient la position des planètes. Si vous voulez savoir où sera Jupiter dans le ciel le 14 décembre 2153, ce modèle vous donne la réponse. Et pourtant, il est complètement faux. Ce qui veut dire qu'en science, un modèle n'est pas une description de la vérité, un modèle est un outil. Donc nous avons un outil extrêmement utile, extrêmement précieux, qui nous permet d'avancer dans la connaissance de la physique des particules, et à qui il manquait un élément, boson de Higgs, qu'on a maintenant trouvé, prix Nobel, etc. Mais ce n'est qu'un modèle, ça n'a rien à voir avec le problème d'énergie disparaît, etc. Et autres. Et ce modèle est la meilleure connaissance qu'on ait pour l'instant, mais chacun sait que la science, elle progresse, j'ai tout à l'heure parlé d'évolution, quelque chose d'immobile, quelque chose qui ne progresse pas. La science, c'est comme la bicyclette, si vous ne bougez pas, vous tombez. Hein. Et donc on progresse sans arrêt. Dans cette progression, le modèle standard est une étape qui nous a permis d'avancer. Il y en aura d'autres. Je ne sais pas si ça prendra des millénaires, des siècles ou des dizaines de millénaires, j'en sais rien. Donc, mais ne vous inquiétez pas, l'énergie, elle sera toujours là dans l'univers. On a ce qu'il faut. Aucun souci. Oui, je pense que l'énergie qui disparaît, c'était plutôt les énergies fossiles, par exemple. C'était ça la question. Oui, voilà. Oui, pour remplacer le pétrole, le gaz ou le charbon. Alors, écoutez, je veux dire une chose qui va choquer certains. Ça, hein. Quand on parle d'énergie, je prends une allumette. Avec cette allumette, je l'allume. Je vais avoir de la lumière et de l'énergie pour environ 3 secondes. Dans cette allumette, je transforme l'énergie nucléaire, j'ai de l'énergie pour pratiquement toute ma vie. Maintenant, je transforme cette allumette avec de l'antimatière et j'ai de l'énergie, alors là, pour tout le pays pendant très longtemps. Autrement dit, la solution au problème de l'énergie, ce n'est pas l'énergie fossile, ce n'est pas les machins qui tournent, etc., ce n'est pas l'énergie solaire, c'est évidemment le nucléaire, mais un nucléaire propre. Autrement dit, ce n'est pas la fission où ça vous donne des problèmes de déchets avec tous les problèmes qu'on connaît et autres. Et d'ailleurs, il y a même des gens dans la rue qui disent « je suis anti-nucléaire ». Moi, je rigole parce qu'on est fait de noyaux. Je dis bah, « t'es contre toi-même hein. ». Et donc, d'une certaine manière, vous avez le nucléaire, j'emploie le mot suivant, remplacer dans certains discours le mot nucléaire par le mot « eau ». Et ça vous donne la conscience suivante, l'eau c'est épouvantable. Parce que l'eau, on peut se noyer dans sa baignoire, on peut faire naufrage, ou on peut être tué par un tsunami. Donc il n'y a qu'une solution, supprimons l'eau à la surface de la Terre. Vous comprenez bien que le problème de l'eau, c'est pas l'eau, c'est sa quantité. Pas d'eau, vous mourrez, trop d'eau, vous mourrez. Et bien le nucléaire, c'est pareil. Pas de radioactivité, vous n'êtes pas là aujourd'hui, c'est grâce à ça que la vie existe, mais trop de radioactivité, vous mourrez. Donc ne mélangeons pas la sûreté des centrales nucléaires, qui est une chose, et le nucléaire sur lequel on aboutira dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 10 ans, j'en sais rien, c'est-à-dire faire de la fusion, et là aussi, faire de la fusion, on peut le faire comme un Cadarache à côté d'ici, en essayant de confiner le matériau. Peut-être qu'on pourrait utiliser les lasers, mais pour l'instant, c'est utilisé uniquement dans l'énergie, pour l'armée, disons en quelque sorte. On n'a pas une solution immédiate, mais je crois que l'avenir, il est là. Et l'astronome que je suis n'est pas à 1000 ans près, hein, vous comprenez bien. Hein. Et donc là aussi, on n'a pas à s'inquiéter. Hein. On te réinvitera. Mais brûler du pétrole, c'est stupide. Ça a mis des centaines de millions d'années pour s'accumuler, et ça part à un moment, et ça fait du gaz carbonique dans l'atmosphère. Ça, c'est vraiment idiot. Nos successeurs, ils vont dire qu'est-ce qu'ils étaient bêtes au XXIe siècle. Hein. Mais on trouvera une solution dans quelques temps. Voilà, encore, je pense, voilà, si vous voulez applaudir. Hein. Il y a encore une question ou deux, je pense qu'on a le temps. Voilà. Oui, si on a le temps, je ne sais pas. Oui, s'il vous plaît. Oui, j'ai beaucoup apprécié. Attendez, voilà. Il y a deux micros. Voilà. Une question et on prend la vôtre après, pas de problème. Réchauffement, niveau des mers, madame. Réchauffement, niveau des mers. Il y a 25 000 ans, la grotte Cosquer était effectivement, semble-t-il, à un niveau qui permettait que les humains rentrent dans la grotte Cosquer. Moins 36 mètres. 25 000 ans. Pourquoi faudrait-il effectivement que le niveau des mers ne m'augmente pas s'il y a un réchauffement? Il y a eu un réchauffement depuis 25 000 ans. Est-ce que le réchauffement depuis 25 000 ans est lié à l'homme effectivement lui-même ou à d'autres facteurs? Non. Si c'est à d'autres facteurs, c'est que de toute façon, l'eau va encore augmenter, c'est bien évident. Ou l'inverse. Le niveau de la mer a changé dans les siècles passés et dans les millénaires passés.
Et on a un certain nombre de mesures qui l'attestent et qui le montrent très clairement. On a aussi des glaciations qui se sont passées qui ont existé dans le passé et qui ont fait que le niveau des mers changeait quand les glaces étaient très importantes. On a signalé ce matin, je ne sais plus, ou peut-être, que les glaces arrivaient jusque dans le Jura, et vous avez une calotte glaciaire qui, au lieu de s'arrêter là où elle s'arrête aujourd'hui, venait jusque en Scandinavie, venait jusqu'en France, jusque dans le Jura, et puis du côté de l'Amérique aussi. Donc ceci accumulait beaucoup d'eau. Et donc toute cette eau qui était accumulée permettait au niveau des mers de baisser. Et puis, cette glace a fondu et donc le niveau des mers est remonté. Et donc, cette glaciation a provoqué des changements de niveau de mer qui n'étaient pas de quelques centimètres par an, qui étaient en tout cas globalement de 120 mètres. Donc, clairement, le niveau de la mer peut changer quand les réservoirs d'eau se distribuent différemment sur la planète. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le niveau de la mer augmente parce que la surface de la Terre se réchauffe et les surfaces des mers se réchauffent, et ceci est mesuré. Et cette augmentation est de 3 mm par an. Donc on peut dire 3 mm, c'est pas grand-chose. Bon, sur 10 ans, ça fait quand même 3 cm. Et puis ça peut augmenter encore plus si le Groenland et l'Antarctique se mettent à fondre plus vite. Ce qui s'est passé ces dernières années, depuis quelques années, au début, on croyait que cette augmentation était essentiellement liée à la température, au réchauffement des mers, et on pensait que la part du Groenland et de l'Antarctique était assez faible. Et le reste était dû aux glaciers qui fondaient, et puis un petit peu aux échanges avec l'eau continentale. Et puis on s'est aperçu ces dernières années, avec des mesures plus précises, que le Groenland et l'Antarctique commencent à fondre. L'Antarctique, c'est plus compliqué. Il y a des parties qui fondent et des parties qui reçoivent plus de pluie. Mais en tout cas, pour le Groenland, c'est très clair. Et donc, on s'est aperçu que cette faible augmentation pouvait augmenter. Mais ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est que, d'abord, l'homme a toujours su s'adapter, la nature a toujours su s'adapter, avec plus ou moins de dégâts, avec plus ou moins de difficultés. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup de millions d'hommes vivent sur les estuaires, au bord des estuaires, au bord des mers, sur les côtes. Et donc le fait d'augmenter le niveau des mers va mettre ces populations dans des situations plus difficiles. Et ceci n'est pas secondaire parce que ce sont des populations qui sont très nombreuses. On a aussi des avancées de l'eau salée dans les estuaires qui vont saliniser certains deltas, ce qui commence déjà à se voir et qui aussi est très problématique pour l'agriculture et pour la production vivrière. Donc si vous voulez, cette augmentation du niveau de la mer, vue aujourd'hui dans le contexte actuel de nos sociétés, avec le vivre tel que l'on est, avec la distribution des populations telle qu'elle est, n'est pas tout à fait la même de ce qui s'est passé il y a des milliers d'années. Et ça crée un problème qui est peut-être nouveau et auquel on doit attendre. Donc il y a un problème de risque simplement, et ce problème de risque, eh bien, on doit l'aborder véritablement. Alors merci, on va prendre une question ici, puis si on pouvait apporter le micro au deuxième rang, il y aura une autre après. Voilà. Oui. Donc ma question, enfin très rapidement, donc j'ai bien apprécié l'ensemble de l'exposé, c'est difficile d'intervenir, mais je voulais revenir sur l'exposé de M. Wiesmann, notamment par rapport à l'importance du contexte culturel qui peut expliquer certains malentendus ou des difficultés d'entente quand on parle de nature ou même de science. Et ma question, qui est malheureusement très large, c'était de demander peut-être à chacun, j'imagine que vous travaillez dans une communauté scientifique internationale, mais il doit bien y avoir des courants de pensée différents et des cultures différentes qui font que peut-être vous avez du mal à vous comprendre, à vous faire comprendre ou à comprendre ce que pense un Chinois, un Indien, ou enfin des gens qui sont dans des cultures très différentes. Donc ça, c'était un peu la question que j'aurais aimé poser. Mais on n'a peut-être plus le temps. Si, on va donner la parole à Heinz Wiesmann. Oui, ça marche. Oui. Non, je pense que ça marche. Non, il se trouve que j'ai été invité en Chine par une personne qui m'a téléphoné dans la nuit en se présentant. Je m'appelle Petite Vérité. Je croyais à une blague
Et elle a dit, je dirige, alors il n'y a pas de R en chinois comme vous savez, je dirige le département de philosophie occidentale, car philosophie occidentale, petite vérité, philosophie chinoise, grande vérité. En fait, elle se moquait d'elle-même, c'était une femme parfaitement compétente. Elle voulait m'inviter pour que je parle de phénoménologie, enfin de choses tout à fait éloignées de ce qui nous préoccupe ici. Et je lui dis, mais comment voulez-vous que je fasse, que je parle, dans quelle langue, et quel est exactement ce que vous attendez de moi? Réponse, ça n'a pas d'importance, on ne vous comprend pas. Là-dessus, je lui dis, madame, je ne comprends pas le sens de votre invitation. Réponse, et là, perce la sagesse, chinoise ou autre. Faut bien s'habituer. Et si vous poursuivez un tout petit peu sur la pente de cette réponse, eh bien, le problème que vous soulevez trouve un début de réponse. C'est-à-dire ce qui fait que nous sommes incapables de réellement, je dirais, coopérer, c'est très souvent que nous ne sommes pas habitués et que l'autre est trop autre et ça vaut d'une culture à l'autre. Je pourrais pendant 1 heure vous raconter comment s'est passé mon enseignement en Chine. Ça m'a permis de m'habituer. Et pour conclure, je ne résiste pas, si vous permettez, je voudrais, comme je ne suis pas du tout en mesure de contribuer à la discussion qui a lieu ici, dont je suis un peu frustré, je vous livre en épilogue à mon petit exposé une sorte de parabole à méditer. Vous la connaissez peut-être, je la trouve abyssale, profonde. Einstein, à sa mort, et comme il se doit, conduit directement devant les Très-Hauts, et il ne résiste pas au désir de demander à Dieu la formule de tout. Et Dieu, bienveillant, se met au tableau noir et commence à écrire des équations. Et Einstein, progressivement, se rembrunit, il finit par lâcher, mais c'est plein d'erreurs. Et Dieu se retourne et avec un bon sourire lui dit « Je sais ». Bon, ça aurait pu être une belle conclusion de l'après-midi, mais une dernière question alors. Non, non, allez-y. J'aurais un mot à dire. Ah, pardon. Non, non, mais allez-y, allez-y. Bon, moi, je voulais dire un mot à propos du projet que nous a présenté M. Giraud, si je ne me trompe pas. Bon, il appartient à la maison Danone. On en pense qu'on en veut. Est-ce que la maison Danone est aussi coupable que Nestlé et quelques autres grandes firmes dans la destruction de la planète? J'en sais rien. Mais ce n'est pas ça qui est important. Peut-être que Danone fait du social washing, du green washing, c'est possible. Mais le projet, il fallait écouter, regarder. Agroécologiquement, il a raison. Les cultures associées, l'association des cultures et de l'arboriculture, l'association culture, arboriculture, élevage, sont les chemins royaux, je dirais, de l'agroécologie de demain. Ensuite, la sélection des espèces domestiques locales, c'est très important. C'est par ce genre de voie que les paysans inventent, mais n'ont pas toujours les moyens de réaliser tout seuls. Et donc que des projets peuvent faire au moins la preuve, si ce n'est la démonstration à l'échelle de la planète, que ça peut marcher, c'est extrêmement important. Et M. Giraud n'est pas chargé de Danone, il est chargé de ce projet chez Danone. Alors, moi, je trouvais un peu déplacé qu'on lui fasse des procès d'intention. Voilà. Ce qu'il a dit sur le plan agroécologique et agrosocial, c'est très positif et il faut s'en instruire. Et il serait au comité catholique contre la faim, il ne serait pas fait engueuler. Voilà. Merci. Oui, voilà. Oui, justement, ma question s'adresse aussi à M. Giraud. Elle est un peu complémentaire. Et peut-être, si vous permettez, peut-être une à M. Braic. Très différente. Monsieur Giraud, c'est justement la question des investisseurs. Hein. Donc, bon, on a parlé de Danone et vous avez mentionné d'autres, etc. Est-ce que ce système, ou si j'ai bien compris, quand même, c'est pas des dons, c'est pas simplement un don, il y a une certaine rentabilité, enfin, je ne sais pas comment elle est mesurée, mais est-ce que c'est susceptible d'intéresser
par exemple, des gens, des individus qui ont de l'argent et qui, au lieu d'acheter des choses, et faire des bulles et des trucs comme ça, pourraient investir de manière non purement... en ayant une certaine rentabilité, mais au moins de manière éthique également. Est-ce que c'est possible? Alors vous avez combien en fait? Pardon? Vous avez combien? Oui, moi le premier, pourquoi pas, au lieu de perdre mon peu d'argent. En gros, est-ce que des particuliers peuvent investir dans ce fonds, hein, voilà. Je vais répondre de manière plus générale. Dans notre fonds, non, parce que pour une raison toute simple, on a préféré miser sur des entreprises parce que ces entreprises apportent non seulement de l'argent, mais ce qu'on veut, c'est transformer ces entreprises avec ce fonds. Donc, le fonds n'est pas qu'un fonds financier. Bien sûr, il faut de l'argent, comme l'a expliqué M. Mazoyer. Si on peut permettre à 30 000 paysans dans une vallée de se former, c'est bien. Mais votre question reste importante. Notre fonds, nous, n'est pas ouvert aux particuliers. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement un mouvement, ce qu'on appelle l'investissement à impact. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. On appelle quelquefois l'investissement à impact de l'investissement qui recherche aussi beaucoup de rentabilité financière, ce qui n'est pas notre cas. Les entreprises qui ont investi dans nos fonds, elles n'ont pas recherché le maximum de rentabilité. Vous pensez bien qu'elles auraient investi ailleurs et n'auraient pas investi dans ce type de projet. Donc c'est qu'elles en attendent autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus des outils qui sont adaptés à des investissements par des particuliers, avec des niveaux... Alors vous avez aussi bien la toute petite épargne, ce qu'on appelle le crowdfunding, maintenant sur Internet. Vous avez des tas de gens qui donnent des toutes petites sommes, mais les ruisseaux faisant les grandes rivières, ça représente quand même des sommes importantes. Et ça, c'est ouvert à toutes sortes de gens. Et puis vous avez aussi des fonds qui visent des particuliers qui ont plus de moyens et qui veulent investir déjà dans le temps. Alors, rien que le temps est important. Vous savez, quand vous dites « nous investissons aujourd'hui en 4 ans », en général, on plante pendant 4 ans, et ensuite on récupère les crédits carbone ou les autres choses sur 10 ans ou sur 20 ans. Il faut être patient, hein, donc ce n'est pas du tout déjà du fonds d'investissement classique. Donc s'il y a des gens qui ont de l'argent, ce qu'on appelle les family office, qui, parmi d'autres investissements, veulent faire des investissements qui ont un impact social, environnemental, et qui veulent donner du temps. Le problème de la finance aujourd'hui, c'est qu'on est toujours sur du court terme. Or, précisément, l'agriculture, c'est quelque chose qui demande du temps. Quand on restaure un bassin versant, quand on restaure des sols, c'est lent, ça prend une génération. Et donc, faire les choses sur 20 ans, ça peut se comprendre. Donc, la réponse est oui. Mais simplement, si on veut drainer l'épargne, de la même manière qu'aucune entreprise n'aurait investi si on n'avait pas créé un outil pour qu'elles investissent. Il y a eu au départ Danone, puis ensuite il y a eu 10 entreprises. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était relativement simple. On leur a dit, écoutez, vous pouvez investir tant de millions, voilà comment ça va se passer, vous allez être associé au comité d'investissement, vous allez pouvoir dire votre mot, et voilà les risques que vous avez. On a discuté avec des financiers, on discute entre professionnels, elles ont investi. Je ne dis pas que tout aurait investi, mais c'est tout le débat. De la même manière que tous les particuliers n'investiront pas dans ces fonds. Mais pour faire bouger les lignes, peut-être qu'il faut 10% des entreprises, comme il faut 10% des particuliers, 10% des gouvernements. Et si on travaille ensemble, à ce moment-là, c'est plus que 30. Ça sera décuplé. C'est ça un peu le sujet, au fond. Allez, une dernière question. Oui, la dernière à André Braic. Si. C'était à propos de l'homo tristus et de l'homo rigolus. Alors évidemment, j'ai énormément apprécié votre exposé formidable, comme d'habitude. Mais il y a quelque chose qui m'a attristé dans ce que vous avez dit. Parce que moi, je pensais qu'on allait vivre beaucoup plus longtemps qu'1 milliard d'années. Donc 1 milliard d'années, ça m'a paru vraiment court. Oui. Beaucoup plus court que ce que je pensais. Et je voudrais savoir si c'est vraiment inéluctable, s'il y a moyen de faire quelque chose, et pourquoi, et comment nous allons mourir dans un milliard d'années. C'est important parce que ça dépend du montant de ces investissements dans l'agroécologie. D'accord. Alors, le même une responsabilité. Là. Quand la maison brûle, on a intérêt à déménager. Alors, en l'occurrence, quand l'eau liquide va devenir de la vapeur d'eau, on a peut-être intérêt à partir ailleurs, disons. Mais de toute manière, ce que je constate, c'est que dans l'univers, il y a plein d'endroits, même d'endroits sympathiques, on pourrait penser à déménager. On va me dire, oui, mais si tu déménages, ça va prendre du temps. Mais on en connaît le fameux paradoxe du voyageur de Langevin, dans lequel, quand un jumeau reste sur Terre, il y en a un qui va faire un petit tour dans l'espace. Le premier reste sur Terre, il a vécu 50 ans, et l'autre qui fait un tour dans l'espace, il aura vécu 3 ans. Mais allons même plus loin. Le centre de la galaxie est à 26 000 années-lumière.
Donc si je veux faire un petit aller-retour pour voir ce qui se passe au centre de la galaxie, je vais mettre 52 000 années-lumière. Imaginons, on en est loin maintenant, mais imaginons qu'on invente un engin avec un moteur qui accélère à 1G. 1G, c'est impeccable, c'est exactement la gravité sur Terre, pas besoin de gravité artificielle. Eh bien, je vais au centre de la galaxie, je regarde ce qui s'y passe, je reviens sur Terre. L'aller-retour va me prendre, moi, sur ça, va me prendre 40 ans. Et il se sera écoulé sur Terre 52 000 ans. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en déménageant, on vivra beaucoup plus longtemps et on verra des endroits beaucoup plus sympathiques. Donc allons voir ailleurs et ne restons pas toujours au même endroit. Voilà la conclusion de la chose.